Un homme porte aujourd'hui les espoirs du peuple indonésien. Tous les vendredis matins, le gouverneur de Jakarta, Joko Widodo, que tous les Indonésiens surnomment Jokowi, emmène ses invités pour une balade en vélo dans les rues de la capitale indonésienne. Jakarta est l'une des villes les plus embouteillées du monde et c'est une façon d'encourager les habitants à utiliser la bicyclette. Jokowi gère sa ville comme il gérait avec succès son entreprise, avec le souci des hommes et de l'éducation. Sa devise, je fais ce que je dis. En moins de 10 ans, celui qui a commencé sa carrière politique comme maire d'une ville au centre de Java est aujourd'hui le chéri des médias et le favori des sondages pour l'élection présidentielle du mois de juillet prochain, même si pour l'instant il s'est bien gardé d'annoncer sa candidature. Et s'il est populaire, c'est que dans un pays où la réputation des hommes politiques est de s'en mettre plein les poches, lui a su se montrer jusqu'ici exemplaire. Nous vous avons suivi toute la journée dans les rues de Jakarta et nous avons vu les défis immenses que vous avez à relever. Selon quels principes entendez-vous mener votre action? J'ai travaillé 23 ans dans l'exportation et j'en ai retenu 3 grands principes. Le premier, avoir des compétitifs. Le deuxième, la qualité. Et le troisième, le respect des délais. Alors, c'est simple. J'adapte mes principes appris dans le secteur privé à ma gestion de gouverneur. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaye. Mais que pouvez-vous faire pour combattre la bureaucratie? Il y a un an, en janvier, par exemple, nous avons démarré la collecte d'impôts en ligne. Pour les hôtels, les restaurants et pour les parkings. Ils doivent s'inscrire sur Internet pour payer leurs taxes. Oui. Et nous avons procédé de la même façon pour le budget. L'an dernier, nous l'avons également mis en ligne. Et quel est l'intérêt de mettre le budget en ligne? Le budget en ligne, les achats en ligne, les démarches administratives en ligne. Cela rend notre budget beaucoup plus efficace. Parce que nous pouvons contrôler et le vérifier en temps réel. Et c'est pareil pour les impôts. Depuis qu'on a lancé la collecte des taxes en ligne il y a un an, nos revenus ont augmenté. Ils sont passés de 4,2 milliards de dollars l'an dernier à 7,2 milliards de dollars cette année. Donc les recettes ont presque doublé grâce à un meilleur contrôle. Oui, elles ont augmenté de 70 à 80%. C'est plus une augmentation, c'est un véritable bond. Parce qu'avant, l'argent disparaissait? Je sais pas. Je suis sûr que vous avez votre petite idée. Avec notre nouveau système, en tout cas, les revenus ont augmenté. Et concernant le personnel, vous lui demandez de travailler plus, de manière plus efficace? Oui, bien sûr. Quand un nouveau système est mis en place, les salariés doivent s'y mettre. Ils doivent s'adapter à cette nouvelle organisation. J'ai entendu que vous leur rendiez visite par surprise parfois, c'est vrai? Oui. Pour moi, il est très important de contrôler, de vérifier. Quand j'ai des problèmes, je vérifie toujours. Un premier contrôle, et après un deuxième contrôle, et un troisième contrôle, et encore un contrôle. Contrôler encore et toujours. Mais comment les gens réagissent quand ils vous voient débarquer dans leur bureau à 7 h du matin? Comment ils réagissent? Oui, au départ, bien sûr, c'est la surprise. Mais maintenant, après un an, ils se sont adaptés à ce système de contrôle. L'Indonésie est très mal classée dans les évaluations sur la corruption. Comment quelqu'un qui est nouveau en politique peut-il s'y prendre dans un pays qui a toujours fonctionné de cette façon? C'est ce que je vous ai déjà dit. Nous mettons en place un nouveau système, nous le construisons de toutes pièces. Et vous pensez que tout le monde vous suivra?
Oui, la première année, ça tangue un peu, mais ensuite ils doivent s'adapter. Il le faut. Parce qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts économiques. Ils devront s'adapter. Vous avez confiance dans les gens de votre pays pour ça? Non, mais s'ils ne suivent pas le système, je les sac, aussi sec. Ce sont des paroles dures. Oui, mais c'est le fond de mon expérience dans la ville de Solo. La première année est difficile, mais après, les gens suivent. La tâche du gouverneur Jokowi est immense. L'agglomération de Jakarta et ses 28 millions d'habitants manquent cruellement d'infrastructures. Toujours pas de métro, promis pourtant il y a 25 ans. Des inondations à répétition qui chassent de chez eux des dizaines de milliers de personnes. L'Indonésie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le fossé entre les riches et les pauvres, la corruption et les tensions religieuses persistantes font craindre à certains un retour aux vieux démons de l'ère du général Suharto et de la dictature. Mais d'autres sont beaucoup plus optimistes. Et ils promettent à la toute jeune démocratie indonésienne un développement accéléré qui pourrait en faire d'ici 15 ans l'une des toutes premières puissances économiques du monde. Voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage, un voyage étonnant à travers l'Indonésie, un pays à la fois plein de paradoxes, mais aussi bourré d'énergie et d'enthousiasme. Un grand merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission avec l'aide d'Isabelle Ledizaise, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé avec Jean-Louis Laforêt, Stéphane Morelli et Marlène Billeret. Nous nous retrouverons au mois d'avril pour une émission exceptionnelle consacrée à ces Françaises et ces Français qui décident de quitter la France pour tenter l'expérience de l'étranger. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Sudah pagi, tidak mau bangun, mau tinggal di ranjang. Kamu amat cantik, mau sama kamu, mau santai aja. Cuaca bagus sekali untuk jalan di pantai. Itu lebih enak berguling-guling di atas pasir. Hari Senin pagi aku tidak mau kerja. Kenapa kerja? Karena di luar ada matahari. Matahari panas sekali. Tidak mau